qu'est-ce qu'elle est là? C'est encore votre sous-fifre préféré, les petits sorciers, c'est Booby pour le journal de 20h. Avec nous aujourd'hui... toujours farceur, ce Félicien Phoenix. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il en a sous l'aile. Bon allez Féfé, enlève ton masque, on a compris. Personne ne me traite de Féfé. En tout cas pas ici. Ici, on m'appelle... Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Ok, sorry. À te comporter comme un canard qui mange son propre foie gras, tu finiras par succomber à un sort étrange, puis être remplacé par un pantin sans cervelle qui te ressemble en tout point. Coin, 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 coin. Des pantins. On en a ici? Pinocchio existe enfin, mais version brindille. Tous les présentateurs de cette chaîne qui sont mal peignés, euphoriques, drogués. Vous tournez à quoi? À l'yacht de Saint-Malo? Oh, c'est pas le seul lieu de télétravail qu'on a, mais on s'y fait. Comment ça, télétravail? Vous pouvez pas, puisque vous êtes là, sur un plateau, à être filmé par... Ah oui, ça y est, j'ai compris. Ah ah ah! Alors Féfé, elle est assez bonne pour toi celle-là? T'en veux une autre? Féfé? Vraiment? Cadoloris! Quoi? L'ordre du Phénix. Vous êtes venu pour me parler de ce bouquin? Non, j'ai confondu Andoloris avec Cadoloris. Stupide, Féfé, stupide! Aïe. Quoi? Loris les... Loris comme Hugo! Non, Loris comme mon fio. Mais genre, petit fio. Ah mince! Le foot, c'est un des seuls trucs dont je peux parler, genre... un quart d'heure! Salut à toutes et à tous, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors donc aujourd'hui, 5e semaine autour de l'univers de Harry Potter. Donc cette fois-ci on quitte l'univers de David Yates, de Mike Newell pour aller dans celui justement de David Yates. Alors concernant l'Ordre du Phénix, tout d'abord concernant le bouquin, à l'époque j'avais beaucoup aimé. Voilà, malgré un côté brouillon que je trouvais dans ce livre. Voilà, je trouve que par exemple le Prince de Sang Mêlé est bien plus précis. Par contre, voilà, à côté de ça, beaucoup de passion dans le livre L'Ordre du Phénix, beaucoup de choses, même beaucoup de petites scènes qui viennent s'immiscer là-dedans et qui sont très plaisantes. Je pense par exemple à cette scène du Magicobus, ce Magicobus que je n'espérais pas revoir et que l'on retrouve lorsque Harry, voilà, est chez Sirius Black. Mais à côté de ça, qu'est-ce que j'ai à dire concernant le film de façon générale avant que l'on passe au bon point de côté et aux tics qui font tiquer puis à l'analyse? Eh bien, si vous voulez... Voilà, malgré beaucoup de choses que j'aime dans ce métrage, beaucoup de choses qui sont très sombres, très matures, des décors absolument fous, je pense bien sûr au ministère de la magie. À côté de ça, dans ce film, j'ai ressenti que David Yates ne maîtrisait pas encore tout à fait son sujet, voilà, qu'il y a des choses qui lui échappent. Il y a même également des temps morts qui je trouve sont complètement inutiles, des temps même où il manque comme une musique, donc ça fait très bizarre à des moments je trouve. Je pense par exemple à la scène des Sombrales au tout début, lorsque Harry les voit pour la première fois. Et puis voilà, on quitte vraiment, je trouve, des réalisateurs qui ont une très forte personnalité. Donc Alfonso Cuarón, Mike Newell, même avant Chris Columbus, qui avait quand même vraiment réussi à imposer sa patte. Mais là, oui, avec l'Ordre du Phénix, il y a des choses très intéressantes, mais à côté de ça, un côté que je trouve parfois assez fade à des moments. Mais bien sûr, ce n'est pas sur tout le film. Et puis voilà, je trouve que David Yates va vraiment s'améliorer à partir des Reliques de la Mort. Là, il va vraiment proposer deux bons métrages, très bons métrages. Je ne me lasse vraiment pas de revoir ces deux parties qui sont complètement différentes, mais qui se complètent vraiment à merveille, comme dans le livre.
David Yates, avec qui j'ai eu l'occasion de parler, hein, vite fait, lorsque je l'ai servi à Courchevel il y a 10 ans de ça. Voilà, quelqu'un de très sympa, de très humain, et puis voilà, je ne vais pas forcément juger quelqu'un qui est réalisateur. Voilà, je sais à quel point, enfin, je devine à quel point c'est beaucoup de pression un métrage. C'est un travail sur des années, donc voilà, c'est facile de juger comme ça quelqu'un qui va dans une si grande entreprise quand on ne peut pas forcément y arriver nous-mêmes, dont on ne peut même pas avoir une idée de la pression en fait quand on y pense. Mais voilà, donc ce que j'ai à dire de façon globale, David Yates, je trouve que c'est un bon faiseur, mais voilà, c'est pas pour moi l'un des plus grands réalisateurs de cette saga. Et il reste encore beaucoup de choses à améliorer. Et puis j'ai parfois du mal avec son travail dans sa façon d'amener les choses. Mais je vous propose de passer sans plus tarder à la partie critique. Alors déjà, en premier bon point de côté, ce que je trouve absolument dingue, c'est tout ce qui est décor et surtout ce ministère de la magie absolument incroyable à l'écran. Pour moi, c'est tout simplement le meilleur décor que j'ai vu dans un film Harry Potter. Là, ils ont mis la barre vraiment très haute. Puis à côté de ça, il y a également la maison de Sirius Black, bien sûr, avec cet arbre généalogique, par exemple, qui en met également plein les mirettes. L'autre point que je trouve vraiment très réussi dans ce métrage, c'est que l'atmosphère du bouquin est très bien retranscrite. Sur les deux tableaux, si vous voulez, vous avez vraiment un côté sombre, très oppressant, voilà, qui se passe par exemple au ministère de la magie avec le père de Ron Weasley, à qui il arrive vraiment beaucoup de malheur. À côté de ça, ce nouveau cocon familial qui arrive à se créer Harry, lui qui part vivre chez son parrain, donc là on joue vraiment là sur de l'ombre puis de la lumière, mais alors de façon diamétralement opposée. Là-dessus c'est très bien. À côté de ça, le casting de quarantenaire, cinquantenaire qui va entourer Harry est vraiment très talentueux, bien sûr. Gary Oldman en tête, là, qui peut vraiment développer son jeu comme il faut, lui qui est apparu très peu dans Le Prisonnier d'Azkaban et encore moins dans La Coupe de Feu. Non, là, on s'y attache beaucoup. Et dans ce casting 5 étoiles, comme toujours, vous allez me dire, il y a bien sûr l'arrivée de deux personnages féminins hyper importants. En premier lieu, bien sûr, l'arrivée de Luna Lovegood, qui est vraiment jouée, je trouve, par une actrice très douée. Luna Lovegood qui est hyper lunaire, qui va vraiment du coup se détacher de tout ce que propose en couleur Harry, Ron et Hermione, qui apporte vraiment son truc à elle. Et à côté de ça, bien sûr, Nymphadora, la compagne de Rémus Lupin, et qui par contre malheureusement apparaît très peu dans le métrage. C'est vraiment dommage parce que dans le bouquin, c'est juste du pain béni quoi. Et en autre chose du casting que j'adore, c'est bien sûr le retour du père Weasley. L'acteur qui lui prête ses traits joue toujours à la perfection, bien entendu. Et là, ce que j'adore, c'est qu'on s'inquiète vraiment pour lui, on s'inquiète vraiment de son sort. Lui, qui jusqu'ici, voilà, était resté plutôt en second plan. Non, là, on le voit dans de nouvelles situations, on s'inquiète vraiment pour lui, et ça apporte vraiment quelque chose de nouveau. Par contre, à côté de ça, ce que je trouve hyper dommage concernant toujours la famille Weasley, plus précisément Percy Weasley, ce fameux préfet en chef dont vous vous souvenez sûrement dans l'école des sorciers, c'est qu'il n'en est quasiment pas fait mention là, dans ce nouveau film, alors qu'il ne croit pas Harry, lui qui a dit que Voldemort était de retour. Et le fait de ne pas y croire va entraîner une rupture en fait avec sa famille. Et dans les films, voilà, on n'en sait rien, En tout cas pour ceux qui n'ont pas lu les bouquins, ils ne peuvent pas le savoir. Tu vois juste l'acteur à 2 ou 3 moments et c'est très rapide. Tu le vois bien sûr aux côtés du ministre de la magie, mais voilà, et il n'en est fait nulle part mention dans le film comme quoi il a changé de camp. On le voit juste là dans un coin, sans mot dire quoi. Bon après c'est vrai que le personnage de Dolores Umbridge, magnifiquement incarné lui aussi bien sûr, apporte déjà une certaine rupture avec tout ce qui est univers innocent, naïf, de Poudlard. Mais bon, là il s'agit quand même d'un des frères de Ron Weasley. Enfin Ron c'est pas n'importe qui. Et ça aurait été bien, voilà, qu'il en soit fait mention. Mais bon après, là je vais dans le détail quoi. Pensez-y pour une série, les producteurs. Et enfin, en dernier bon point de côté global, j'oublie seulement des choses, c'est bien sûr les effets spéciaux qui sont toujours aussi impressionnants, que ce soit pour les sombrales, ces chevaux qu'on voit seulement lorsqu'on a vu quelqu'un mourir, et également bien sûr cette bataille finale entre Dumbledore et Voldemort dans le ministère de la magie. Non, là-dessus, ils ont encore assuré comme il se doit. Alors déjà, concernant les tics qui font tiquer, comme je disais, l'un des premiers trucs, c'est que je trouve parfois il y a des temps de silence qui sont absolument inutiles et qui vont vraiment apporter un côté fade, vont vraiment enlever une énergie, un dynamisme à la scène. Et pour aller plus loin, comme je vous disais, c'est que même parfois, je trouve qu'il va carrément manquer d'une musique
comme je vous disais, cette scène des sombrales que Harry voit pour la première fois au tout début avec Luna Lovegood, là j'aurais vu une musique, bah non, il n'y a rien, il regarde les créatures en silence, et là je trouve que ça apporte vraiment un côté mou à cette scène, c'est vraiment dommage, c'est là où tu sens que David Yates, je trouve, n'avait pas encore vraiment ses marques, lui qui venait des films télé. En autre tic qui fait tiquer, je trouve que c'est tout ce qui va concerner l'équilibrage de scène en scène. Voilà, David Yates, parfois, il va vraiment prendre son temps de filmer les choses, d'être dans quelque chose de très contemplatif, où il va filmer les personnages, les sombrales, etc. Voilà, c'est très plaisant. Et puis d'un coup, il y a des scènes qui vont très vite, où t'as pas le temps de te poser. Je pense bien sûr à ces scènes hyper importantes dans le bouquin, où Harry va s'entraîner avec Rogue pour se préparer à affronter le Seigneur des Ténèbres. Et non là, à un moment, tu as une scène qui se passe donc dans le bureau de Rogue, Harry est avec lui, il se prépare au combat, et au moment d'y aller, paf, la caméra qui sort de la fenêtre, dézoome, et hop, ça y est, la scène est finie. Non, là j'ai trouvé quand même que c'était un peu du foutage de tronche, pour parler poliment. En autre truc qui fait tiquer, eh bien on va tomber sur un gros problème pour moi. C'est tout ce qui va concerner les effets de style que va parfois mettre David Yates et sans cohérence avec l'histoire. Par exemple, au tout début, vous avez l'Ordre du Phénix qui va chercher Harry. L'Ordre du Phénix, donc composé de magiciens. Et puis, donc, ils doivent voler en balai au-dessus de Londres. Et qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont voler à côté d'un ferry. Oui, voilà, sans être invisibles. Non, bah rien à faire si les Moldus nous voient. Dans le bouquin, c'est pas comme ça. Hein. Ils font en sorte de rester discrets. Et là, dans cette scène, j'ai juste constaté que David Yates voulait faire un effet de style et rien d'autre. Sinon, comment expliquer cela ? C'est dit dans l'histoire de Harry Potter, les sorciers doivent rester invisibles. Les Moldus ne doivent pas savoir que leur monde existe. J'ai rien inventé, c'est même dans le film L'école des sorciers, la chambre des secrets, etc. Alors après, je dis pas, c'est vrai, tu veux l'emballer, tu veux être discret, tu veux au-dessus des nuages. Bon, c'est vrai, c'est pas un super décor de ouf, quoi, y a pas grand-chose à montrer. Mais bon, si les producteurs lui ont dit « Ah non, ce serait quand même bien que tu fasses voler tes gars sur leur balai à côté d'un ferry, parce que franchement, c'est vachement chouette, ça va faire des belles couleurs et des belles lumières. » Bah non les gars, c'est pas cohérent du tout avec le bouquin. Enfin, je sais pas, lisez-le quoi, lisez-le. Et si J.K. Rowling a validé ça, bah là, j'avoue ne pas comprendre. C'est quand même une grosse aberration quoi. Et enfin, en dernier article qui fait tiquer, oui, il pourrait peut-être y en avoir d'autres, hein, mais bon, comme dirait Victor Hugo, ne creusez point vos chères rêveries. Donc on va s'arrêter là. Non mais à côté de ça, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Bon sang, bonsoir, de sang de bourbe. Cette mort de Sirius Black, complètement ratée. Cette mort qui m'a tant ému lorsque je l'ai lu à l'époque. Cette mort qui a fait que j'ai failli inonder mon roman de larmes. Là, je n'ai absolument rien ressenti. Pas même un petit frisson sur la peau. Pas la moindre once de chair de poule. Non, absolument rien. Et pourquoi ça ne marche pas alors ? À mon sens, c'est parce que déjà, quand tu te prends un Avada Kedavra en plein dans la trombine, t'as pas le temps de dire au revoir à ton copain. T'es cuit, archi cuit. C'est le pire sortilège qui puisse exister dans le monde des sorciers et des moldus. Donc là, non, ça ne peut pas marcher. Bon, à côté de ça, peut-être qu'ils ont voulu marquer une différence avec cette quasi-mort dans le 3e concernant Sirius Black. Voilà, lui qui a failli y passer à cause des trackers. Donc là, ils ont peut-être voulu aller dans autre chose, mais ça ne marche pas à mon sens. Ça ne marche pas pour ça. Non, il aurait fallu faire quelque chose de très froid à ce moment-là. Quelque chose qui s'arrête soudainement, alors que Harry vient tout juste de retrouver son parrain. Là, ça aurait marché à 100%. Et la mort de Dumbledore va bien plus me toucher dans Le Prince de Sang Mêlé, tant en bouquin qu'en film. Alors qu'est-ce que je peux dire en analyse concernant le film L'Ordre du Phénix ? Eh bien déjà on sent que J.K. Rowling a vraiment eu besoin de sortir les lucioles. Les lucioles à fond, enfin je m'explique. On va dire les lumières extérieures. Voilà, pourquoi ? C'est une histoire très sombre, hein, très sombre où il se passe beaucoup de choses. Bah déjà le truc quand même, Harry est dans le Poudlard Express et il se fait quand même agresser par Malfoy.
Donc déjà, ça embraye quelque chose, c'est-à-dire le fait eh bien, que petit à petit, voilà, ceux qui sont avec Voldemort se rapprochent de plus en plus. L'échiquier commence à être bien ombragé comme il faut, et donc pour contrebalancer tout ça, J.K. Rowling doit bien sûr écrire des personnages très lumineux, des personnages très rassurants. Donc pour le coup, Nymphadora, la compagne de Lupin, et à côté de ça, bien sûr, Luna Lovegood, des personnages qui vont être drôles ou attachants, qui vont vraiment avoir leur particularité, mais qui ne vont pas être aussi torturés que Harry, qui vont vraiment contrebalancer avec sa nature, avec sa torture intérieure. Et ces deux univers diamétralement opposés, ces deux couleurs qui n'ont rien à voir, vont se confronter sur un nouveau rail, dans un nouveau lieu réconfortant au possible pour Harry, qu'est la maison de Sirius, avec d'un côté le monde rassurant des gens qui l'aiment, composé de Sirius et compagnie, la famille de Ron, et puis d'un autre côté, Rogue. Voilà, Rogue, il apprend que Rogue fait partie de l'ordre du Phénix, et là, bien sûr, ça lui fait quelque chose, il ne comprend pas ce qu'il se passe. Et voilà, c'est dans cette maison que le point d'orgue se situe, le point d'orgue qui va séparer ou réunir le monde de Voldemort, puis celui des sorciers. Ce point d'orgue qui finira par disparaître au profit de la destruction, une destruction qui commencera avec la mort de son parrain. Et si J.K. Rowling parvient à créer une proximité entre le bien et le mal autour d'une simple table, à côté de ça, elle va enfin réussir à créer une distance pour son petit sorcier, une distance qui va se créer avec cette prophétie que va entendre Harry Potter au ministère de la magie, cette prophétie qui dit « l'un ne peut vivre tant que l'autre survit », et c'est sûrement à partir de ce moment-là que Harry va commencer vraiment à se dire qu'il ne peut ressembler à Voldemort, qu'il ne peut le faire ne serait-ce que pour sa propre survie, et que du coup il doit s'en débarrasser coûte que coûte, autant pour lui que pour les autres. Enfin, il se disait avant, mais là, plus que jamais, il comprend à ce moment-là que le combat doit se faire, quoi. Il doit se faire absolument, quitte à en mourir, quoi. Donc l'Ordre du Phénix, plus que n'importe quel autre film ou livre de la saga, est sûrement le point d'orgue de l'univers du petit sorcier, là où tout bascule, et je trouve que David Yates le retranscrit assez bien. Il y a vraiment de très bonnes choses, une tension qui est quand même tenue tout au long du film et qui ne va pas tomber, ou rarement tomber, comme je vous disais, avec ces scènes où il n'y a pas de musique, où il y a un faux rythme. Enfin, en tout cas c'est comme ça que je l'ai ressenti. Et puis de toute façon il va s'améliorer, ne serait-ce qu'avec les remarquables reliques de la mort en 2 parties, mais également les animaux fantastiques que personnellement j'ai beaucoup adoré et dont j'espère vous parler très bientôt. Un grand merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aussi apporté des choses, qu'elle vous aura apporté de nouvelles informations concernant cet univers, ou alors un point de vue totalement différent, voilà, je ne sais pas. Mais le but est quoi? Poudlard TV, Poudlard TV, Poudlard, Poudlard TV, Poudlard TV, Poudlard TV, Poudlard, Poudlard TV. Pitié, me faites rien! Mais non, voyons, c'est moi. C'est Féfé. Finissez-en! Tuez-moi! Tuez-moi! Sinon j'appelle la police! La police? Mais la police de quoi? C'est marrant enfin d'être ici. On rigole au milieu de tous ces pantins. Ah! Bogdan! Il a dit ça à l'autre! C'est toi! C'est moi, c'est moi. Mais oui, c'est moi. Oh merde, Jules. C'est tout de même dommage. Mort sans même un sort. Triste sort.